qui vous a été imparti est très court pour pouvoir élaborer une constitution. Et nous avions dit, cette charte serait prise comme document de base parce que c'est un consensus national issu donc de vos travaux. Cette charte sera exploitée par une commission. Nous n'avons pas mis une commission technique à créer par vous ou à créer par nous-mêmes. Mais il va sans dire qu'il n'appartient pas au gouvernement actuel, ni au parti de la Révolution populaire du Bénin, qui n'a pas reçu mission d'organiser cette conférence, et il n'appartient pas aux membres, aux seuls membres du comité national qui a organisé la conférence, d'élaborer une constitution, alors que le document de base découle d'un consensus national obtenu à la suite de la réunion de toutes les forces vives de la nation. L'essentiel, il faut que cette conférence aboutisse à des résultats concrets et applicables sur le terrain. Personne ne peut tricher avec son prochain. Personne. Il n'y a pas de grande manœuvre politique ou intellectuelle à entreprendre dans cette salle. Nous voulons, en ce qui nous concerne, en finir avec les coups d'État civils ou militaires. Mais si l'histoire devrait un jour nous prouver le contraire, alors, Monseigneur, nous pensons que vous n'hésiterez pas à accepter de nous confesser. En effet, il a été dit clairement, noir sur blanc, que les travaux, les résultats de vos travaux, qui devraient normalement déboucher sur un consensus national, constitueraient le document de base à exploiter pour élaborer la nouvelle constitution. Donc, et nous venons nous dire, ce n'est pas le chef de l'État actuel qui va élaborer la constitution. En votre sein, si vous voulez aller vite et bien constituer une commission nationale. Mais si vous vous transformez par proclamation en une assemblée constituante, on ne vous prendra pas au sérieux. Car la convocation de cette présente conférence n'a été décidée que par décision. Nous n'avions même pas encore signé le décret. Un décret soit pris en conseil des ministres ou un décret simple, mais du fait, quelqu'un dit ah non, du fait que nous avons convoqué les instances suprêmes du système actuel en session spéciale, conjointe spéciale, les 6 et 7 décembre, nous pensons avoir accompli notre mission. Parce que, en dehors de ces instances supérieures du système actuel,
il n'y a plus aucune autre autorité qui pouvait trancher les débats. Donc, la convocation de la présente conférence est légitime aux yeux du peuple béninois, aux yeux des peuples d'Afrique et du monde. Et c'est pourquoi tous les yeux sont tournés vers vous. Vous pouvez même aller plus loin. Rien ne vous empêche, comme nous l'avons fait, nous, en ce qui concerne le suivi d'application de notre programme d'ajustement structurel. Nous avions une commission nationale de négociation. Nous n'étions pas membres en tant que tels, mais nous suivons le jour au jour les travaux. Et quand c'était bloqué, les uns et les autres venaient, soit la commission nationale toute seule, soit nos partenaires tout seuls, ou alors les deux pour nous consulter. Nous n'avions pas sacrifié les intérêts du peuple béninois. Même si certains honorables membres pensent que, une fois parvenus à un poste de responsabilité, sont en mesure de remettre en cause le programme d'ajustement structurel. C'est faux. Il est incontournable. Et c'est une réalité. On n'a pas besoin de faire de la politique ou des sciences économiques pour croire que le Bénin pouvait se passer du programme d'ajustement structurel. À l'étape actuelle, les grandes puissances l'ont décidé. Les sommets africains en sont conscients. Il n'est pas bon de parler quand on est chef de l'État. On risque de vendre les secrets, consciemment ou inconsciemment. Nous savons ce qui se passe dans le monde, contrairement à ce que les gens croient. Nous disons donc tantôt, vous pouvez même donc créer en votre sein, outre de la commission nationale, nous disons commission nationale, même si elle est technique. En résumé, Monsieur le Président, en dehors du comité ou la commission nationale que vous pouvez créer en votre sein, ou en dehors de votre sein, mais que vous pouvez créer pour exploiter vos documents en vue d'élaborer la nouvelle constitution, nous ne pensons pas que c'est nous qu'il revient encore, alors qu'il y a toutes les sensibilités ici, de créer une telle commission. Première question. Nous disons, nul n'a besoin de faire une proclamation pour suivre l'application des décisions qui seront prises ici. Vous pouvez également mettre une commission de suivi des mesures ou des décisions qui seront prises ici. Mais vous nous dites, il y en a qui disent, depuis que nous avions dit que le parti ne dirige plus l'État, que l'idéologie marxiste-léniniste n'est plus une idéologie de l'État, certains nous disent, et c'est la question que nous nous posons nous-mêmes, qu'il n'existe plus le gouvernement. L'État n'existe plus, que nous sommes dans l'illégalité à l'heure où nous parlons. Et c'est cette inquiétude qui nous interpelle en disant, Monsieur le Président, est-ce que dans cette salle, il n'y a pas de cadres de haut niveau qui sont juristes, qui connaissent quelques notions, qui peuvent nous éclairer s'il y a des ténèbres dans la salle? La transition. Pour nous, que signifie la transition? Nous pouvons aller même très loin. Si vous voulez
maintenant et à la fin que nous prenions des décisions hardies pour vous prouver votre bonne foi, pas la nôtre. Mais nous pouvons procéder à un remaniement ministériel. Mais ce qui n'est pas tolérable et ce qui n'est pas applicable, à notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes, c'est de croire que le gouvernement actuel est démissionnaire, ou il va démissionner à la fin de vos travaux. Pour nous, le renouveau démocratique, certainement, a commencé à entrer dans sa phase d'application avec la tenue de cette conférence, avec la séparation du Parti de la Révolution populaire du Bénin et l'État. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin ne dirige plus l'État. L'idéologie marxiste-léniniste n'est plus une idéologie de l'État. Parce que nous n'avions pas besoin d'attendre 70 ans, 40 ans, 50 ans pour faire le folklore chez nous au Bénin. Nous avons déjà tiré les leçons. Nous avions dit non. Nous avons juré devant des corps constitués pour respecter la loi fondamentale. Pour nous, elle reste en vigueur, même si elle ne peut plus être appliquée dans son intégralité. L'Assemblée nationale reste encore en fonction parce que nous n'avions pas proclamé la dissolution des institutions actuelles. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin est le Parti de la Révolution populaire du Bénin, mais il ne dirige plus l'État, il ne dirige plus le gouvernement. Mais ceux qui sont venus de près ou de loin, s'ils ont leur gouvernement, leur constitution, nous disons de déposer leur projet à la table du présidium. Et nous disons, l'Assemblée constituante nous ferait perdre du temps et nous n'avions pas de moyens. Donc, il faut aller vite et bien en désignant les cadres chevronnés, des hommes bien avertis pour nous élaborer la nouvelle constitution. Mais sans élection du président de la République, de l'Assemblée nationale, sans adoption de la nouvelle constitution, tout acte qui sera posé par cette conférence est un acte illégal. Nous avons entendu parler de coups d'État civils. Et certains disent, si les militaires font des coups d'État, pourquoi les civils ne le feraient pas? Alors comment on va nous prendre au sérieux? Il y a 5 coups d'État qui ont été déjoués ici. Nous avons été même loin avec des propositions concrètes. Nous avions dit que pour vous prouver notre bonne foi, si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas démissionne. La chaleur des débats au cours de la conférence nationale était l'expression d'une réalité inéluctable. Le régime du PRPB, la principale cible était régulièrement attaquée. Les membres avaient sans succès tenté de réagir.
Les plus braves tels que M. Simon Ifele Oguma et Sani Mama Gomina ne s'embarrassèrent guère à demander la parole et se faire battre. La caducité ou non de la loi fondamentale avait été mise sur le tapis. Les juristes tels que Maître Adrien Humbedji et Robert Dossou et dans une moindre mesure M. Abdou Saliou soutenaient la non-caducité de la loi fondamentale, estimant qu'aucune loi n'avait été promulguée pour remplacer celle de 1977, même si le marxisme-léninisme n'est plus l'idéologie officielle du Bénin. En face d'eux, le conseiller juridique de l'UNESCO, le professeur Maurice Aranzo Glélé, et le constitutionnaliste Théodore Hulot soutenaient, eux, que la loi fondamentale est caduque en raison du renoncement au marxisme-léninisme qui avait servi de fondement idéologique à cette constitution. Autre moment fort de ces assises du renouveau, samedi 24 février. Le Présidium porte à la connaissance des participants le contenu d'une importante déclaration sur les objectifs et les compétences de la conférence. Le 6e point notamment proclame la souveraineté de la conférence ainsi que sa suprématie vis-à-vis de toutes les institutions de l'État et le caractère immédiatement exécutoire de cette décision. Après la lecture, un participant demande la parole. Il s'agit de l'ex-colonel Maurice Kwandete. Le ton violent et menaçant, il évoque pêle-mêle le régionalisme, l'armée. L'armée vous a menti, lance-t-il. Quand je dis quelque chose, je le fais. Si demain Kérékou n'était pas candidat, vous trouverez Kwandete en face de vous. Je serai à la place de Kérékou depuis l'autre jour, en vous tendant la perche, depuis avant-hier, non? À 11h, je vous tendais la perche. Vous n'avez pas répondu, vous avez attaqué mon armée. À midi, je vous reprenais la perche. Et je vous assommais avec cette même perche. Je sors. Oh, je suis content. Mais maintenant, cessez de déblatérer sur le compte de l'armée. Quand on était dit, il le fait. Vous avez crié parce que vous voulez déjà, vous couchez déjà chez les anciens présidents. Vous cherchez les pauses, vous oubliez l'armée, mais l'armée sera encore là. En tout état de cause, si demain, aux élections, Kérékou n'était pas candidat à la présidence de la République, Kwandete sera candidat à la présidence de la République. Ces propos du colonel Kwandete vont susciter un tollé général de la part des délégués. Quelle mouche a vraiment piqué le colonel, connu pour son goût au coup d'État, devait se demander certains conférenciers. Kwandete a menacé de faire un coup d'État. Je dis qu'il est professionnel de coup d'État. Et que s'il le dit, il le fera. Et qu'il a certainement des moyens. Nous ne pouvons pas laisser la population, encore une fois, victime d'un coup d'État de Kwandete. Voilà notre souci. Je voulais dire simplement que on veut nous mener sur une pente. Il y a certainement des gens qui veulent que cette conférence échoue. Je ne les y aiderai pas. Merci. J'ai toujours dit, et ce n'est pas par peur, je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. J'ai été chef d'État et personne ici ne peut le dire. Je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. Comme je l'ai annoncé ce matin, la situation est très importante. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise le ciel.
qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. En avant, marche. 1, 2, 3, 4. Et en avant, marche. 1, 2, 1, 2. En avant, marche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En avant, arrête. En avant, arrête. Patinateur. Moustache. Toujours. Non, toujours Magali. C'est ça, mais ça arrête souvent la musique, non? Toujours dans la série des débats qui ont pris une nouvelle tournure, l'on s'est inquiété de la nouvelle année blanche qui se profile à l'horizon. Élèves et étudiants avaient déjà perdu l'année scolaire et universitaire 88-89. Conférence d'énonciation des futurs cerveaux vers les pays de la sous-région que cela entraîne. Que deviennent dans ces conditions les moins nantis? Ne sommes-nous pas en train de bâtir une véritable société d'injustice, s'est-on demandé. Aussi, le problème du multipartisme a été évoqué, pourvu que la reine de race ne remplace pas la reine de classe. Les conférenciers se sont préoccupés des difficultés d'application du programme d'ajustement structurel si les populations n'y étaient pas étroitement associées. Albert Tevo-Edre, ancien directeur général adjoint du Bureau international du travail, s'élèvera contre l'humiliation de l'intelligence érigée en principe durant ses 17 ans au Bénin. Mais, ajoutera-t-il optimiste, seul ce qui fait mal, très mal, accélère en l'homme la formation de l'esprit. Adrien Mbedji, avocat, proposera l'élaboration d'un contrat de solidarité nationale. Pour l'agrégé du droit Moïse Clélé, il n'est pas question de limiter le nombre de partis politiques. Il proposera la création d'une cour constitutionnelle que tout citoyen pourra saisir en cas de violation de ces droits. Le président de la Banque ouest-africaine de développement, Baba Moussa, réclamera une réflexion préalable sur la mentalité déplorable des Béninois. Antoine Détchenou sollicitera pour sa part un triple débat entre les anciens présidents de la République et l'actuel, entre les jeunes et les anciens, ainsi qu'une table ronde sur le rôle des intellectuels dans la nation. Il réclamera ensuite, sous un tonnerre d'applaudissements, une démission collective de l'équipe du PRPB. Un autre intervenant dénoncera la cacophonie des ambitions chez bon nombre de Béninois venus de l'extérieur. Le responsable d'une association écologique posera le problème des déchets toxiques. La conférence a insisté sur le recouvrement des impôts, la suspension jusqu'à l'installation de nouvelles institutions des taxes non prévues par la loi des finances, telles que comptons sur nos propres forces et de tout prélèvement non budgétisé. La révision des statuts des fonctionnaires de l'État est plus qu'une nécessité en vue de réduire les inégalités, par exemple les écarts de traitement entre civils et militaires. La conférence a insisté sur la santé, la vie socio-sanitaire et l'environnement. L'accent a été mis au plan social sur l'emploi. La conférence a souhaité qu'il y ait un rééchelonnement des dettes pour les agents de l'État et les entrepreneurs qui ont obtenu le concours des banques. Les efforts en vue de l'assainissement de ce secteur doivent être poursuivis et la création de banques privées sera encouragée. La menace d'un coup d'État militaire a d'ailleurs été régulièrement agitée par les officiels présents dans la salle de conférence. Simon Ougouma avait bien avant l'ancien officier évoqué une éventuelle reprise en main des affaires par l'armée. Si nous ne jouons pas le jeu, a-t-il dit, la promesse faite par les forces armées populaires de se retirer ne pourra être exécutée.
Par le passé, menace-t-il, ce sont les civils qui ont poussé l'armée à prendre le pouvoir. Et le chef d'état-major général des forces armées lui-même a dénoncé le projet de coup d'état civil des conférenciers. Des menaces qui n'ont pas empêché les conférenciers d'adopter après une légère retouche la dite déclaration. En dehors des séances plénières, les travaux en commission ont été également houleux et ardus. La conférence a procédé à un diagnostic de la situation économique. Les causes de la dégradation de la situation sociale sont connues. Arriérés de salaire, bourses et secours scolaires impayés, liberté confisquée. La situation économique déjà difficile a été ébranlée par la faillite bancaire, le chômage rampant et les grèves dans l'enseignement et l'administration. Quelle économie pour demain, s'est-on demandé? La commission économique et sociale a abouti à des conclusions satisfaisantes. Ramener la fortune au Bénin par la reprise effective et sérieuse du travail, le renforcement de la commission de vérification des biens, la création d'une commission de vérification des diplômes et des dossiers de recrutement à partir de 1983. L'application du programme d'ajustement structurel a été réaffirmée parce que incontournable. Les grandes orientations économiques ont débouché sur le libéralisme raisonnable, favorable à l'éclosion d'une société d'initiative créatrice. La commission qui s'est occupée de l'éducation, de la culture et des sciences a plaidé pour la reprise des activités académiques et pédagogiques. Cela, bien sûr, en attendant que le gouvernement transitoire puisse se pencher sur le délicat problème du paiement des salaires et des arriérés de bourses et secours scolaires. La commission constitutionnelle est chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution. Elle doit élaborer l'avant-projet de la constitution sur la base des travaux de la conférence nationale, la charte des partis et la loi électorale. La conférence a jeté les bases de l'instauration d'un état de droit, de pluralisme démocratique et des institutions de l'État. La future constitution. Dans le texte qui était présenté hier, en ce qui concerne le régime politique, on avait parlé d'un régime semi-présidentiel. Après avoir écouté les observations des uns et des autres, et peser les avantages et les inconvénients du système parlementaire intégral ou semi-présidentiel, tenant compte des réalités de notre pays, il a été retenu un système présidentiel, le président de la République étant élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Comme contrepoids au pouvoir du président de la République, il y aurait un haut conseil de la République, dont on vous donnera la composition plus tard et plus loin, et une cour constitutionnelle. Le Parlement, il y aura un Parlement qui sera composé d'une seule chambre. Elle sera élue au suffrage universel direct. Il y aura un conseil économique et social afin d'associer à l'élaboration des plans et des projets de programmes toutes les sensibilités à partir de la base, des communautés de base, des associations de développement dans toutes les provinces et dans toutes les régions. Yari Kora
Laga Orul Yari. Mora Mamadou. Mora Mamadou. Yinkagi Bonara. Monsieur Taïro Kangaku n'est pas là, président. Voilà, merci le président. Les sages. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, Soglo. 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 Oui. Soglo. 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 Il y a en tout 430 suffrages exprimés. Sur les 430, nous avons 360 pour M. Nicéphore Soglo, 48 abstentions, 17 non et 5 bulletins blancs. Par ces résultats, nous constatons et nous déclarons que notre conférence désigne M. Nicéphore Soglo comme Premier ministre par 363 voix. Voilà qui peut redonner confiance à un peuple laissé à lui-même. Les tâches qui attendent le Premier ministre Nicéphore Soglo, chargé de gérer la période transitoire, sont immenses. Monsieur Nicéphore Soglo, voilà le vœu de la conférence. J'espère que de la même façon que vous avez accepté d'être candidat, vous acceptez de constater cela et de ratifier le vœu de la conférence. N'en est-il ainsi? Vous avez la parole. Je crois que j'ai quelque peine à cacher mon émotion devant cette manifestation d'union nationale que constitue le vote que la conférence vient d'émettre. Et avant de continuer, je tiens avant tout à remercier tous les candidats qui ont accepté gentiment, affectueusement, de se désister en ma faveur. Et ça, je prends l'engagement devant vous de dire, quoi qu'il en coûte, la vérité, même si elle est difficile à entendre, parce que c'est de cette seule manière que nous pouvons effectivement être responsables et guérir nos maux. Ça, c'est la raison qui parle, mais mon cœur est vraiment heureux de ce qui se passe ici, sur cette terre chargée d'histoire, cette terre qu'on avait crue au bord du naufrage. Il était difficile ces derniers temps de porter le nom de Dahomey ou de Béninois.
eh bien, nous prouvons une fois de plus que quand une nation connaît des difficultés, elle trouve dans ses tréfonds l'énergie et le courage nécessaires pour affronter les difficultés et faire face à l'avenir. C'est cet espoir que nous essayons effectivement de réaliser ensemble. Parce que rien n'est possible. Moi, je ne suis simplement, au fond, qu'une toute petite partie de l'iceberg. Sans vous, sans votre soutien indéfectible, sans votre soutien constant, rien n'est possible. Parce que rien n'est encore gagné. Il nous faut être patient, vigilant, ferme. Je pense que c'est à ce prix qu'on peut rebâtir cette nation. Je ne voudrais pas garder le micro plus longtemps, mais je me rappelle que quand j'avais des difficultés, lorsque j'étais au conseil de la Banque mondiale, quand nous avions des débats difficiles, où j'avais le sentiment que ce que j'allais dire allait déterminer le sort de millions de personnes, avant de rentrer en salle, j'avais l'habitude de faire une sorte de prière. Et cette prière, ce sont les vers de Aimé Césaire, que j'aimerais répéter ici parce que je pense que ça m'aidera dans la tâche que vous avez voulu me confier. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing allongé du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites-moi l'exécuteur de ses œuvres hautes. Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Je crois que tout le pays doit en effet se serrer les coudes. Et la belle image du roi Guézo est plus que jamais d'actualité. En tout cas, je compte sur le concours de tous, sur les conseils de tous, sur l'affection de tous, pour que nous puissions ensemble sortir ce pays et lui redonner la place qui lui revient dans le monde. Les conclusions de la conférence ont répondu à l'espoir du peuple, lassé d'un système politique vorace et abêtissant. Les délégués sont parvenus à la création des bases d'un état de droit. Dans cet état de droit, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire doivent être nettement séparés. La presse doit être libre mais responsable. Les mouvements associatifs doivent pouvoir s'exprimer. Les conférenciers ont voulu que les fils de ce pays aient le droit de lier leur intelligence à la vie. Car comme l'a souligné le rapporteur général de la conférence, M. Albert Thévo Edré, quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit par la dictature. Les conférenciers sont donc résolus à faire de l'intelligence, de la culture et de l'imagination les axes de l'organisation sociale et politique. La fin des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation a donné lieu à la lecture des différentes motions et résolutions. Motion sur l'instauration du renouveau démocratique par la voie pacifique. Considérant que face aux difficultés nées de la crise économique aiguë que connaît notre pays, qui pouvait entraîner des affrontements sanglants au sein de notre peuple, considérant que pour parer à de telles éventualités douloureuses, les organes centraux de la direction du pays ont décidé de convoquer la présente conférence dans le but d'assurer une transition pacifique vers la démocratie qui est le ressort indispensable pour établir un consensus national pour juguler la crise. La conférence des forces vives de la nation réunie à Cotonou du 19 au 28 février 1990, premièrement, proclame son attachement indéfectible
à l'instauration pacifique de la démocratie, condamne toute tentative d'user de la force pour entraver le processus de démocratisation de la vie publique. Troisièmement, en appelle à la vigilance du peuple béninois tout entier pour le respect du déroulement pacifique de l'instauration du nouvel ordre démocratique en cours en vue de la satisfaction dans les meilleurs délais de son aspiration profonde à la paix et au bien-être. Cotonou, le 28 février 1990, la conférence nationale. Je vous remercie. Motion de félicitations au comité préparatoire de la conférence des forces vives de la nation. Considérant le temps très court dont ils ont disposé pour préparer la conférence des forces vives de la nation, considérant les difficultés de tous ordres qu'ils ont patiemment et méthodiquement surmontées pour réunir les précédentes assises, constatant la parfaite organisation matérielle, le bon déroulement et le succès des travaux, la conférence des forces vives de la nation exprime aux membres du comité national préparatoire ses chaleureuses félicitations et ses sincères remerciements. Fait à Cotonou, le 28 février 1990, la conférence nationale. Motion de félicitations à la presse nationale. Considérant l'importance historique de la conférence des forces vives de la nation, considérant le travail énorme abattu par la presse nationale pour couvrir intégralement les travaux de cette conférence, de jour comme de nuit, considérant que ce travail a constitué un appui puissant aux travaux de la conférence et a joué un rôle déterminant pour le succès de ces travaux, la conférence des forces vives de la nation félicite les journalistes de tous les organes de presse et toutes les équipes techniques pour leur travail, pour leur talent, leur professionnalisme confirmé et leur dévouement au service de la nation. La conférence remercie par ailleurs les représentants de la presse internationale venus couvrir ces travaux et lance un appel à tous les journalistes, à tous les techniciens, béninois comme étrangers, pour qu'ils continuent à appuyer la lutte du peuple béninois pour le renouveau démocratique et le progrès. Fait à Cotonou, le 28 février 1990, la conférence nationale. Motion de remerciement et de félicitations à son Excellence Monseigneur Isidore de Souza, président du Présidium de la Conférence nationale des forces vives. Considérant les enjeux historiques de la Conférence nationale des forces vives, réunis pour déterminer des solutions véritables à la crise politique, économique, sociale et culturelle nationale actuelle et les mesures nécessaires à l'instauration de la démocratie et du progrès économique et social dans notre pays, considérant les conditions psychologiques et politiques exceptionnelles qui ont prévalu tout au long des travaux et notamment les risques permanents d'éclatement et les menaces constantes de suspension, considérant le calme, la patience, le doigté, l'esprit de compromis, l'impartialité, la fermeté, l'autorité, la générosité, l'engagement patriotique et toutes les autres qualités d'hommes, de citoyens et de dirigeants avec lesquels son Excellence Monseigneur Isidore de Souza
a conduit la conférence. Conscient que les importants résultats obtenus sont dus pour une très large part à l'action personnelle du président du Présidium. Les participants à la conférence nationale des forces vives réunis à l'hôtel PLM Aléjo à Cotonou le 28 février 1990 remercient son Excellence Monseigneur Isidore de Souza d'avoir bien voulu accepter d'assurer la présidence du Présidium et d'avoir aidé les uns et les autres à se convaincre que la conférence devait réussir et donner un espoir nouveau au Bénin et à son peuple. Félicite son Excellence Monseigneur Isidore de Souza, président du Présidium, pour la part personnelle qui lui revient dans le succès de la conférence. Exprime le souhait que son Excellence Monseigneur Isidore de Souza accepte de demeurer à la disposition de la nation au sein du Haut Conseil de la République et d'une manière générale à l'occasion de tout ce qui viendrait à être entrepris pour faciliter l'application des mesures et décisions arrêtées par la conférence. Cotonou, le 28 février 1990, la conférence. L'autre temps fort de ce premier véritable et inoubliable rassemblement des Béninois pour réfléchir sur l'avenir réel de leur pays a été la présentation du rapport général de la conférence, dans un style qui lui est propre, dans lequel on associe proverbes, dictons et le vécu quotidien. Le professeur Albert Thévois a retenu l'attention de milliers de personnes, depuis les 500 délégués, en passant par le chef de l'État, les responsables du PRPB et des institutions de l'État jusqu'aux ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin. Pendant 56 minutes d'horloge, le rapporteur général de la conférence a rappelé les moments inoubliables de cette rencontre bénino-béninoise et esquissé la physionomie de l'État de droit auquel aspirent profondément tous les Béninois. Tout observateur attentif auprès de vous ces derniers jours aura ressenti avec une intensité profonde qu'une nation, qu'un peuple, plongé dans la nuit, s'arc-boutait soudain autour d'un même radeau, d'une même chaîne, prenait appui sur sa dernière chance de survie et brisait ses liens, se libérait et sortait rayonnant, le visage en larmes et en sang, méconnaissable peut-être, mais définitivement vivant. Vous vous attendez donc à ce que je vous dise dans ce rapport
les piqûres d'épines ressenties, mais surtout les fleurs ensemble amassées. La première belle gerbe, c'est la conférence nationale elle-même. Nul ne pouvait y croire. Chacun de nous ici a émis ou partagé ses doutes et ses craintes, et même sa certitude qu'il s'agissait d'un piège. Un de ces nombreux pièges que les pouvoirs en difficulté imaginent facilement pour reprendre leur souffle et poursuivre leur emprise sur des peuples asservis. Et pourtant, voici que soudain tout ce pays, dans sa réalité profonde, significative, se retrouve en état généraux de la nation. Voici que des hommes et des femmes qui ne se connaissaient peut-être pas, dont certains se haïssaient, dont les intérêts s'opposaient, dont les souffrances s'excluaient, se retrouvent pendant des jours et des nuits pour crier ensemble leur espérance. Qu'ils soient venus de Tukuntuna ou de Savalou, d'Avrankou ou de Komé, les participants à cette conférence ont tous pris la mesure de l'événement en création et de l'histoire qu'ils étaient appelés à façonner. Et vous êtes donc tous d'accord, je crois, pour que j'affirme en votre nom à tous que la première constatation de votre rapporteur général est que le président Mathieu Kérékou, en prenant l'initiative de ce rassemblement, a certainement obéi à des contraintes économiques et sociales, mais qu'il a de toute façon été l'artisan d'un événement majeur, la naissance d'une nouvelle République. Monsieur le Président de la République, sachez que la nation entière vous est reconnaissant pour cet acte de courage politique. Cette première constatation que nous devons relever se fonde sur une deuxième nécessité, celle des raisons profondes de notre rassemblement. Mais sans voiture, alors là... Qui ne se souvient de la triste histoire du jeune Abel qui nous a été rappelée ici même? Qui ne se souvient que depuis ce temps, l'humanité a gardé précieuse en elle la leçon qui fonde notre résurrection? Souvenez-vous, lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent: couchons-nous sur la terre et dormons. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. Caïn tenta tout. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il chercha un asile sûr, la grève des mers, les tentes du désert, une barrière de bronze, une ville énorme et surhumaine, avec une enceinte de tours où l'on grava sur la porte « Défense à Dieu d'entrer ». L'œil n'avait toujours pas disparu. Alors le malheureux crut trouver la solution. « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien ». Puis il descendit tout seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Cet œil de la conscience, pardonnez que je l'évoque pour résumer le cheminement de votre argumentation, d'une argumentation sans faille que vous avez construite en 30 années d'expérience
de patience et d'errements divers. Vous avez dit, et je le rappelle, l'argent ne peut plus être notre maître, tournant en effet le dos à notre histoire et à notre géographie, à nos arts, à notre habileté. Nous avions refusé notre croissance à partir de notre être et de nos ressources, préférant l'immédiat de quelques-uns au moyen terme de tous. Nous avions choisi d'élargir épisodiquement le petit cercle des privilégiés et continuons d'étouffer les énergies du plus grand nombre. L'argent, devenu notre maître, nous dicte toutes nos extravagances, toutes nos faiblesses, tous nos abus. À cause de l'argent qu'il nous faut à tout prix, nous nous mettons en danger de n'avoir plus de culture authentique, plus de liberté, plus de respect pour rien, plus de famille. Verres et Catilina surgissent de partout et il n'est plus de Cicéron pour dénoncer les scandales qui s'accumulent. Néron, plus arrogant que jamais, s'est installé, ce qui veut dire l'heure des martyrs. Nous nous sommes donc retrouvés assassins de nos propres valeurs. Abel disparu, nous ne pouvions plus dormir. L'œil s'est allumé dans notre nuit de honte et nous a conduits à la conférence des forces vives de la nation. Vous avez dit, mesdames et messieurs, et je le rappelle, le pouvoir ne peut plus être confisqué par quelques-uns pour l'écrasement des autres. Oh, certes, toute société doit s'organiser autour de quelques idées fondamentales. Elle doit se donner des dirigeants pour le conduire et servir les intérêts généraux. Mais nous avons appris à nos dépens que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. Nous avons appris que l'autorité se fonde sur la raison. Si tu commandes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. Parce que le pouvoir facile nous a tentés, parce que nous y tenions à tout prix, parce que sans lui, nous paraissions vides à nous-mêmes, nous n'avons rien épargné, violence de toutes sortes, torture, meurtres avoués ou non, pourvu que nous soyons sûrs que nous sommes seuls à bord et que nous rayons. Nous avions oublié que celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et de terribles leçons. C'est ainsi qu'il instruit les princes, non seulement par des discours et des paroles, mais encore par des effets et par des exemples. Là encore, l'œil de conscience s'est allumé et nous poursuit dans la tombe de nos épreuves. Vous me pardonnerez de ne plus rappeler dans tous les détails les souffrances que vous avez longuement décrites, depuis les enfants dans la rue, les femmes devenues nos choses, alors qu'elles sont nos mères et nos références de valeur sûre, les travailleurs sans salaire et donc sans considération et sans avenir. Vous me pardonnerez de ne plus rappeler cela dans le détail puisque vous l'avez si bien dit et que chacun de nous en a eu le cœur bouleversé et l'esprit troublé au point que nous avons décidé de nous transformer en états généraux de la nation et de proclamer sans ambiguïté la souveraineté de notre rassemblement, la force exécutoire de nos décisions. Pourquoi cette révolution? Cette révolution est fondée sur la vérité qui suscite au plus timide front que son amour visite une sereine audace à l'épreuve de tout. Cette vérité est que nous avons eu mal. Un peuple qui a mal et qui le ressent est un peuple en voie de salut. Car seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier
et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Vous vous attendez donc que je vous rappelle ici vos décisions essentielles en ce qui concerne la direction des affaires de l'État. D'abord, vous voulez désormais un État de droit dans lequel le pouvoir est service. Vous voulez que l'autorité soit recentrée en son sens essentiel à auctoritas, prendre les autres en charge pour les faire grandir. Vous voulez un État de droit où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire soient clairement séparés. Et vous voulez une presse libre et responsable. Vous voulez aussi que puissent exprimer et fleurir des mouvements associatifs efficaces, des coopératives dynamiques et productrices de biens. Vous voulez que les hommes et les femmes de ce pays aient le droit absolu et inaliénable à mettre l'intelligence au centre de leur vie. Et vous avez bien voulu retenir ce mot d'un philosophe contemporain: quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. L'intelligence et l'imagination au pouvoir, vous avez résolu d'en faire désormais l'axe de notre organisation sociale et politique. Vous voulez que les libertés fondamentales soient garanties pour tous et que nul ne s'arroge le droit de chosifier l'autre et de le mettre à genoux. Notre peuple a souffert dans son histoire la tragédie de l'esclavage et de la condition servile. C'est donc par tragique culture historique qu'aujourd'hui, avec l'aide de spécialistes qui ont fait leurs preuves, des nègres se retrouvent torturant et tuant d'autres nègres. C'est par tragique inculture historique que des gouvernements indépendants organisent eux-mêmes la dispersion de leur peuple à travers le monde, faisant de l'état de réfugié le moins anormal qui soit désormais en cet univers de violence et de haine. Ces décisions dans le domaine politique sont nombreuses. Les rapports, motions et résolutions seront tous retranscrits et publiés en temps opportun et urgent, dans leur intégralité. Mais, vous voulez que je vous rappelle l'essentiel. Nous avons décidé du changement. Nous aurons une nouvelle constitution à soumettre au référendum populaire dans les prochains mois. Cette constitution consacrera un régime entièrement démocratique pour un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. En attendant cette constitution et les élections législatives et présidentielles prévues pour janvier et février 1991, une structure de transition a été mise en place. Sous votre autorité de chef d'État, Monsieur le Président Mathieu Kérékou, un gouvernement sera installé ayant à sa tête un Premier ministre. Nous avons unanimement désigné Nicéphore Soglo. Un homme s'est beaucoup donné pour la réussite de la conférence. Les importants résultats obtenus après 10 jours de travaux sont dus pour une très large part à l'action personnelle de Monseigneur Isidore de Souza. Le président du Présidium s'est plutôt réjoui de constater l'immensité du travail abattu par les conférenciers. Pour le prélat, la conférence nationale constitue désormais un acte historique inédit en Afrique. Où avons-nous encore jamais vu que dans une même salle se trouvent rassemblés les représentants, le Conseil exécutif national au complet, les membres de l'ANR, les forces armées, les représentants du pouvoir, les représentants du service administratif qui s'asseyent et qui s'attellent pour travailler à un changement progressif, passif, progressif et en douceur d'un régime à un autre.
Je crois que c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de l'Afrique. Cela vaut la peine d'être relevé et d'en remercier Dieu. Je voudrais ensuite remercier mes collaborateurs. Vous voyez, tout à l'heure, on m'a donné la part du lion. J'aurais voulu que les motions qui ont été ici applaudies fussent adressées conjointement et collégialement, non seulement au président du Présidium, mais à tous les membres du Présidium. Merci à toute la conférence. Merci au docteur Zinsou qui a pris la parole au nom des anciens présidents pour nous féliciter, pour nous remercier et à mon tour, au nom de tout le Présidium que je remercie, notre remerciement à tous, car nous avons beau être ceux que nous sommes, nous avons beau essayer de faire preuve d'imagination pour conduire les travaux si vous aviez décidé à un moment donné de cette conférence de vous retirer, nous aurions été inutiles. Merci pour votre patience. Merci pour votre persévérance. Merci pour votre esprit de tolérance, malgré quelques écarts de langage que je vous pardonne, ou ceux qui en ont été, je prie ceux qui en ont été victimes de vous pardonner ou de nous pardonner. Merci d'être restés fidèles au poste depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit et même jusqu'au lever du matin. Merci à tous et je vous prie de vous applaudir. Mes remerciements aux responsables du PRPB. Vous allez mettre... Ne soyez pas jaloux, n'est-ce pas? Mais souffrez que je les remercie. Pourquoi? De les remercier pour leur patience. De les remercier pour avoir accepté la règle du jeu. D'avoir accepté de se laisser quelquefois, justement ou injustement, de s'être laissé quelquefois traîner dans la boue. Ils n'ont rien dit. N'est-ce pas? Vous n'avez rien dit. Ou ils n'ont pas dit grand-chose. Et ils ont laissé les travaux se poursuivre. Et j'espère, et c'est cela ma conviction, qu'ils n'ont jamais été tentés d'aller voir le chef de l'État pour faire pression sur lui, pour faire échouer la conférence. Et de cela, je me dois de les remercier publiquement. Mais c'est en même temps une invitation que je leur adresse. La même attitude qu'ils ont gardée pendant cette conférence. Je vous en supplie, messieurs, et je vous en supplie, mesdames, je vous en supplie, gardez la même attitude et regardez uniquement la nécessité de la cohésion nationale pour que naisse le Bénin nouveau que nous appelons de tous nos voeux. Car toute tentative de votre part de faire échouer les décisions ou les motions ou les propositions de cette Assemblée, toute tentative de les faire échouer se retourne non pas seulement contre vous, mais également contre vos enfants, contre vos femmes, contre vos maris et contre la nation et plus loin contre toute l'Afrique. Je vous fais confiance parce que, a priori, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à qui que ce soit. Je vous fais confiance et je demande au Seigneur de vous donner le courage, de vous donner la force de pouvoir rester dans cette ligne
pour que notre Bénin puisse se relever, pour que notre Bénin puisse être vraiment la terre de la paix. Après tant de vérité, de clarté, d'émotion dans les propos, la question qui revenait régulièrement sur les lèvres de bon nombre des conférenciers était: est-ce que le président Kérékou va approuver les différentes décisions des forces vives de la nation et reconnaître par là la force exécutoire des décisions de la conférence? Ou bien va-t-il manifester son opposition publique devant la communauté internationale par le biais de la radiodiffusion nationale aux résultats du rendez-vous historique? En tout cas, l'heure était grave, très grave, pour que le tournant du sursaut national ne soit pas opéré par le premier Béninois qui est resté longtemps aux affaires nationales. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Excellences, Madame, Messieurs, au nom des intérêts supérieurs de la nation et du peuple béninois tout entier, nous disons que les décisions prises par la conférence seront appliquées dans l'ordre et la discipline, librement consenties. Ce n'est pas du défaitisme. Ce n'est pas la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Oui, ce n'est pas du défaitisme ni une capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Qui dit mieux? Qui pouvait dire mieux? Seul le président Kérékou, lui, le premier Béninois, a conduit les affaires nationales pendant maintenant 18 ans. C'était vraiment l'ultime solution à la crise des institutions et économiques qui ébranlait la nation béninoise. Pour donner la preuve de sa bonne foi, le président Kérékou a réuni dès le lendemain des travaux de la conférence nationale une session du Conseil des ministres et du comité permanent de l'ANR. Cette session, après avoir pris acte des résolutions de la conférence, a abrogé l'ordonnance numéro 77-32 du 9 septembre 1977, promulguant la loi fondamentale du 26 août 1977, et décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'heure était grave, très grave, pour que le tournant du sursaut national ne soit pas opéré par le premier Béninois qui est resté longtemps aux affaires nationales. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation.
Excellences, Madame, Messieurs, au nom des intérêts supérieurs de la nation et du peuple béninois tout entier, nous disons que les décisions prises par la conférence seront appliquées dans l'ordre et la discipline, librement consenties. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Oui, ce n'est pas du défaitisme ni une capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Qui dit mieux? Qui pouvait dire mieux? Seul le président Kérékou, lui, le premier béninois, a conduit les affaires nationales pendant maintenant 18 ans. C'était vraiment l'ultime solution à la crise des institutions et économiques qui ébranlait la nation béninoise. Pour donner la preuve de sa bonne foi, le président Kérékou a réuni dès le lendemain des travaux de la conférence nationale une session du Conseil des ministres et du comité permanent de l'ANR. Cette session, après avoir pris acte des résolutions de la conférence, a abrogé l'ordonnance numéro 77-32 du 9 septembre 1977, promulguant la loi fondamentale du 26 août 1977 et décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les ministres ont, à cette occasion, remis collectivement au chef de l'État leur démission. Le 24 février déjà, une session extraordinaire du Conseil des ministres avait décidé la restitution des biens saisis au profit de l'État depuis octobre 1972. De même, et conformément à une motion de la conférence, une amnistie a été décrétée le 2 mars en faveur des détenus politiques impliqués dans les tentatives de coup d'État de 81 et 88. Voilà qui pourrait rassurer les uns et les autres. Mathieu Kérékou est donc décidé à jouer le jeu du renouveau démocratique. Le gouvernement provisoire exercera la plénitude du pouvoir exécutif et s'attachera à résoudre les épineux problèmes économiques et sociaux les plus préoccupants. Il aura aussi pour tâche de restaurer la crédibilité et l'autorité de l'État par la reprise en main de l'administration publique. Ainsi en a décidé la Conférence nationale des forces vives de la nation. Le Bénin vient ainsi de conquérir une nouvelle légitimité, une légitimité qui fera date dans l'histoire de notre pays, surtout quand on sait que l'armée a pris librement la décision de se retirer de la gestion des affaires publiques. Oui, l'armée doit respecter ses engagements pris devant toute la nation béninoise et la communauté internationale en œuvrant effectivement en son sein pour l'avènement d'un véritable état de droit au Bénin. Les regards sont tournés vers le président Kérékou, qui a la lourde charge, l'historique responsabilité de respecter l'engagement pris le 28 février 1990 devant le peuple béninois et la communauté internationale. Le Bénin est observé et suivi de près en Afrique et dans le monde. Le vent de la démocratie s'ouvre toujours sur le continent. Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Zaïre, Libéria, Kenya, Somalie, Algérie. Partout, les gouvernants sont confrontés aux voies qu'impliquent la démocratie, l'état de droit, le multipartisme, le respect des libertés individuelles et des droits de l'homme. Les responsables béninois et les dirigeants africains sauront-ils relever les deux défis majeurs de la célébration de nos 30 ans d'indépendance? La démocratie et le développement sont désormais incontournables. En tout cas, plus personne n'a le droit de trahir la nation, de bafouer l'instauration d'un véritable état de droit au Bénin et en Afrique. Bonne route à l'ouragan de la démocratie, de la perestroïka et de la glasnost à l'africaine. Bonne fête à vous.